Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Actu Droit. Alors c'est la chaîne que j'ai commencé, donc où je vais parler donc d'actualité juridique, mais aussi de la jurisprudence à connaître, des décisions et arrêts donc impératifs selon moi à connaître. Et aujourd'hui, on va parler de la décision liberté d'association, donc une décision du 16 juillet 1971 du Conseil constitutionnel. Donc on va parler brièvement du contexte dans lequel s'insère cette décision, on va présenter les faits de la décision qui a été retenue, et puis enfin discuter un peu de la portée. Et nous verrons que effectivement c'est une décision indispensable à connaître si vous voulez avoir un peu les b.a.-ba, je dirais, du droit constitutionnel. Alors, cette décision du 16 juillet 1971 a été rendue par le Conseil constitutionnel. Et donc, c'est la décision liberté d'association. C'est comme ça qu'on la nomme. Et elle a pour la portée, ce qu'on retient de cette décision, c'est qu'elle vient créer le bloc de constitutionnalité. Donc, c'est une notion que nous allons également définir. Alors, on va venir donc au fait donc, de cette décision. Alors, tout simplement, vous savez, il y a une loi de 1901 qui prévoit la liberté de créer une association, donc par tout le monde, tous les citoyens lambda, et cela sans autorisation préalable. Voilà, c'est en France, c'est une liberté qu'ont les citoyens. Donc, a priori, il n'y a pas de restriction lorsqu'une personne veut créer une association. Sauf qu'une loi a été discutée donc dans le Parlement en 1971 afin de venir modifier cette liberté, donc afin de venir modifier la loi pour que la liberté d'association eh bien, ne soit plus qu'une chimère, qu'elle n'existe plus et qu'on vienne en fait soumettre la liberté de créer une association à une autorisation préalable. Alors, vous le savez peut-être, pour saisir le Conseil constitutionnel, à cette époque, il n'existait que le contrôle a priori. Le contrôle a posteriori n'existait pas encore, puisqu'il existe seulement à partir de 2008 sous la réforme donc avec le président donc Nicolas Sarkozy. Alors on va expliquer brièvement en quoi consiste le contrôle a priori et a posteriori. Donc en gros, si vous voulez qu'une loi soit votée par le Parlement, vous savez que ça va passer par l'Assemblée nationale et ensuite par le Sénat. Donc la loi est discutée, le procès de la navette, tout ça. Et avant que cette loi soit votée par le Parlement, eh bien, il est possible euh, pour le président de la République, pour le Premier ministre, pour le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, de saisir le Conseil constitutionnel. Là, on est dans le contrôle a priori, donc avant que la loi soit promulguée, afin donc de venir contester la constitutionnalité de cette loi. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel prend la loi et vérifie si elle est conforme ou non à la Constitution. En cas de non-conformité, il peut l'abroger, ou bien il peut dire tout simplement qu'elle est conforme. Alors, à partir de 1974, sous la présidence de Giscard d'Estaing, il va y avoir une réforme qui va venir élargir la possibilité de ce contrôle a priori, puisque c'est 60 députés ou 60 sénateurs qui vont pouvoir saisir le Conseil constitutionnel, donc avant que la loi soit promulguée, donc pour qu'elle soit déclarée inconstitutionnelle. Donc ça, c'est avant que la loi soit promulguée. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, donc depuis 2008, on a instauré ce qu'on appelle les QPC, questions prioritaires de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'une loi, après qu'elle ait été votée, eh bien, peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Concrètement, tout justiciable, lors d'un litige, peut demander à son avocat, donc, ou bien l'avocat le fait de son plein gré, donc soulever une QPC, c'est une requête que l'on fait à mémoire, où l'on soutient que la loi est inconstitutionnelle parce qu'elle viole tel ou tel droit ou liberté. Il y a un mécanisme de filtre, bien entendu, pour éviter des abus, des requêtes abusives ou dilatoires, c'est-à-dire que chaque juridiction renvoie donc à la juridiction du dessus, et la Cour de cassation ou le Conseil d'État donc vont décider s'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel. Donc voilà, ça c'est les deux différents contrôles, donc a priori, a posteriori. Alors à l'époque, là on est en 1971, donc le contrôle a posteriori n'existait pas encore. On est dans le contrôle a priori, c'est-à-dire avant que la loi soit votée.
Donc le Conseil constitutionnel aussi, bref rappel, il existe depuis 1958, donc, et il est là que pour vérifier la conformité donc, de la loi à la Constitution. Je vous renvoie à la hiérarchie des normes de Kelsen. Donc tout en haut, nous avons la Constitution, ensuite dessous les traités, la loi, et ensuite tout ce qui relève du règlement, donc les décrets, les arrêtés. Après, il y a le droit souple, donc tout ce qui est circulaire, notes de service, tout ça. Donc ça, c'est le droit souple, c'est un autre domaine d'ailleurs que peut-être je ferai une vidéo sur ce sujet parce que c'est assez à la mode en ce moment, on en parle souvent. Revenons à notre décision. Donc à l'époque, le président du Sénat donc saisit le Conseil constitutionnel pour que cette loi donc qui veut modifier la liberté d'association soit censurée par le Conseil constitutionnel. Alors pourquoi cette décision est si importante ? Le Conseil constitutionnel, normalement, depuis 1958, quand il contrôle la conformité d'une loi à la Constitution, il le fait donc seulement par rapport à la Constitution, stricto sensu, c'est-à-dire la Constitution, donc tous les articles de la Constitution, et seulement la Constitution. À partir de cette décision, vous savez, quand vous lisez une décision de justice, il y a les visas. Les visas, c'est vu que. Après, on a les considérants, etc. Dans les vu que, normalement, on s'attendait à ce que le Conseil constitutionnel dise vu la Constitution. Et là, grande nouveauté et révolution dans le monde juridique, le Conseil nous dit vu la Constitution et son préambule. Vous le savez, normalement, un préambule n'a pas valeur normative. Il est là seulement pour introduire et pour présenter et pour expliquer les articles afin d'éviter tout flou ou tout, je dirais, questionnement quant au sens des articles de la Constitution. Mais à partir de cette décision, le Conseil constitutionnel, en 2 mots, va bouleverser l'ordre juridique, puisque à présent, le contrôle ne s'effectue plus seulement par rapport à la Constitution, mais aussi au préambule de 58. Attention, ce n'est pas fini. Il y a un peu une espèce de constitution en cascade. La Constitution, très bien, mais le préambule, ok, on ajoute ça. Et le préambule lui-même fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, mais aussi au préambule de 46. Donc vous voyez, là, on vient d'ajouter le préambule de 58, la DDHC et le préambule de 46, qui lui-même, le préambule de 46, est très long, vous pouvez le consulter, et ce préambule de 46 fait référence au PFRLR, donc les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. On va parler des conditions pour consacrer un PFRLR. Et d'ailleurs récemment, depuis une décision, il me semble que c'est depuis 2004, je vais regarder mes sources, il me semble que c'est depuis 2004, il y a la charte de l'environnement aussi, qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Donc, à ce jour, si lors d'une QPC, par exemple, vous êtes dans un litige et votre avocat soulève une QPC, le Conseil, si tant est qu'il va être saisi, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup d'étapes, va venir contrôler la loi, pas seulement par rapport à la Constitution, mais par rapport à tous les autres documents juridiques. Et ça, c'est le fruit de la décision, donc, liberté d'association, que nous commentons aujourd'hui. Donc, vous voyez un vrai bouleversement. Vous vous doutez bien que comparer une loi à la Constitution, eh bien, c'est déjà quelque chose. Mais la comparer à beaucoup d'articles, à tant de documents juridiques, vous savez, les PFRLR, il y en a quand même beaucoup, le préambule de 46, il est assez long, la DDHC, il y a beaucoup d'articles aussi, eh bien, ça change beaucoup les choses. Puisque vous pourrez invoquer dans votre mémoire beaucoup de moyens. Vous pouvez dire que la loi ne respecte pas l'article 2 de la DDHC, ne respecte pas le préambule de 46. Enfin, vous vous rendez compte, c'est assez immense. Et c'est vraiment un bouleversement juridique, cette décision, puisque ce n'est pas seulement théorique, il y a des effets juridiques bien concrets. Alors maintenant, nous allons voir quelle a été la décision quand même. C'est important de voir ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel en l'espèce. Le Conseil nous dit que la liberté d'association, donc issue de la loi de 1901, est un PFRLR, donc un principe fondamental reconnu par les lois de la République, et par conséquent, je vous laisse deviner, cette loi, dans la hiérarchie des normes, n'est pas une simple loi, c'est pas constitution, traité, loi. Parce que c'est un PFRLR, elle acquiert une valeur constitutionnelle, et donc, eh bien, elle est
renforcée, hein. Une valeur constitutionnelle, c'est beaucoup mieux que législative, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus ancré, et on peut présumer donc que cette liberté est bel et bien renforcée, puisqu'elle acquiert une valeur constitutionnelle. Elle est aussitôt au sommet donc de la hiérarchie des normes. Et donc le Conseil en conclut que la loi qui vient modifier la loi de 1901, enfin plutôt, donc le Conseil ici décide que on ne peut pas modifier la loi de 1901, on ne peut pas venir la restreindre, puisque la liberté d'association est un PFRLR et qu'on ne peut pas venir la soumettre à une autorisation donc préalable. De ce fait, la loi est déclarée inconstitutionnelle. Donc vous le voyez, hormis l'application en l'espèce, alors la décision est heureuse hein, pour les requérants, ils ont gain de cause, mais vous le savez, les décisions du Conseil constitutionnel ont un effet erga omnes, ça s'oppose à un effet inter partes. Donc ça ne va pas simplement s'appliquer aux parties, mais ça va avoir un effet pour tous les justiciables ou les futurs justiciables. Ça peut avoir un effet juridique pour vous. Si un jour, malheureusement, ou heureusement, hein, parce qu'on vit dans un état de droit, et c'est une chance de quand même de pouvoir intenter un procès lorsqu'on subit un préjudice, si aujourd'hui vous intentez un procès, eh bien, vous pouvez soulever une QPC, et donc, lors de cette QPC, vous pouvez invoquer beaucoup plus de moyens juridiques, et vous avez donc, théoriquement, beaucoup plus de chances de succès. Donc voilà, qu'ajouter de plus sur cette décision? Je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors c'est vraiment une décision super importante, donc vous devez absolument la connaître pour un peu comprendre le rôle du Conseil constitutionnel et plus généralement pour renforcer vos connaissances, notamment avec la notion de l'état de droit. Vous savez, l'état de droit, c'est l'état qui s'auto-limite, puisque l'État a le monopole de la violence légitime, hein, vous le savez, selon Hobbes. Et cet état-là, il est obligé de s'auto-limiter. Et ça va avec une institution donc garante, la clé de voûte de notre ordre juridique. Donc c'est le Conseil constitutionnel qui, aussi on peut le dire, depuis cette décision, ne devient pas seulement le gardien, je dirais, du droit constitutionnel. Il ne vient pas seulement confronter une loi à la Constitution, il devient un véritable garant des droits et des libertés, des droits fondamentaux, puisque dans tous ces textes, on retrouve de nombreux droits fondamentaux. Et donc, il passe vraiment, après cette décision, à un rôle de protection des droits fondamentaux. Voilà, c'est à partir de cette décision qu'il va vraiment acquérir une force vraiment importante dans notre ordre juridique. Et d'ailleurs, avec la réforme de 2008, donc où on peut faire un contrôle a posteriori, indirectement, cette réforme a considérablement, je dirais, étayé et donné encore plus d'ampleur à cette décision de 1971, puisque le Conseil peut être saisi par n'importe qui, à tout moment lors d'un procès, et en plus, donc, le contrôle s'effectue par rapport à de nombreuses normes, et plus seulement par rapport à la Constitution. Allez, je vous en dis pas plus, je vous lâche. Maintenant, peut-être essayer de lire un peu peut-être la décision, de laisser un peu gamberger toutes ces notions dans votre esprit. C'est pas facile, hein. Je sais pas si vous êtes juste un profane, on dira, si vous intéressez au droit juste par intérêt, ou si vous êtes en L1, L2, L3, je sais pas à quel niveau vous êtes. En tout cas, c'est pas facile au début de se plonger dans le monde juridique. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même un peu de temps pour comprendre toutes ces notions de blocs de constitutionnalité, de contrôle a priori, a posteriori. Voilà, c'est pas facile. Le droit, il y a quand même, c'est un langage à part, hein, c'est un monde à part. Donc n'hésitez pas à lire et à relire un peu ce que dit la doctrine sur cette décision. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poster dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez la soutenir. Et moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.